Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui vous seront développés. Atelier de présentation d'un mécanisme de suivi évaluation ce matin donc, concernant la déclaration du service aux citoyens. Et au Mali, attaque terroriste contre un camp militaire à Andeliman. Bonjour à tous. Et sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère du Travail chargé de la réforme d'administration a organisé aujourd'hui un atelier de présentation d'un mécanisme de suivi-évaluation concert sur la déclaration du service aux citoyens. Cette réunion fait suite donc à un processus d'implantation de la déclaration du service aux citoyens qui a été lancé en novembre 2016 pour répondre aux doléances récurrentes formulées par la société civile sur les prestations de l'administration. L'objectif de cet atelier est de donner donc un nouveau souffle à cette charte souscrite par l'ensemble des ministères. Et au menu de cette réunion, il a été donc présenté des instruments de mesure sur la performance des différents départements, sur l'appropriation des valeurs de la DSC. Le mécanisme proposé a été adopté à l'unanimité et sera mis en œuvre dans les prochaines semaines. Écoutons à présent pour plus de précision l'intervention du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Isman Ibrahim Roblé. La déclaration de service aux citoyens est très importante pour le développement de notre pays et elle a été mise en œuvre depuis plusieurs années maintenant. Il est donc temps de faire le bilan, d'étudier et d'analyser les difficultés et les obstacles rencontrés, de voir les réussites et puis ensuite essayer de nous concerter pour avoir une approche, une vision commune pour développer un kit méthodologique et surtout pour accompagner l'implantation de la DEC dans tous les départements et ce de manière concertée avec les plus hauts responsables mais également le citoyen lambda. Et je pense qu'aujourd'hui, la présence de son Excellence le Premier ministre est un signal très fort pour marquer justement l'importance qu'accorde le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à l'implantation et au rapport entre le public et l'administration. Un rapport qui doit être courtois, convivial, mais surtout des qualités pour que tout Djiboutien puisse s'épanouir à Djibouti et qu'on leur évite surtout les désagréments et les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours par rapport à l'administration. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé cette rencontre, s'est réjoui donc de sa participation à cette dernière et a félicité par la même occasion les organisateurs de cette réunion. On l'écoute. Dans ce cadre-là que le ministère du Travail et de la réforme de l'administration a initié ce rapprochement entre l'administration et l'administré. J'ai personnellement supervisé pendant une année ce travail de rapprochement et j'ai constaté effectivement qu'au niveau de l'administration, il y avait des attroupements en face d'un bureau de l'administration. Et tout ça, ça montre quand même qu'il y a eu un laisser-aller au niveau général de l'administration. Alors, un certain nombre de décisions ont été prises, un certain nombre de déclarations aux citoyens a été faites par différents départements, supervisées par le ministère du Travail, et effectivement, un certain nombre de conclusions ont été dégagées ou bien des idées ont été dégagées.
Il faudrait faire un rapprochement géographique ou ce qu'on appelle une déconcentration. Un exemple, si une personne vient chercher un certificat de vie, il habite au PK12, il doit venir donc au centre-ville, à Djibouti, pour avoir ce document. Ou une personne qui devrait avoir un document pour légaliser un diplôme, il faut qu'il vienne au centre-ville, voire au niveau de la préfecture ou du maire. Donc ça, on a dit non. Ce n'est pas la peine, qu'il faut que l'administration se déplace. Il faut qu'il y ait des bureaux dans ce secteur-là. C'est ce qu'on appelle la déconcentration. La même chose pour les régions. On a dit aussi mettre en place un suivi dans chaque département ministériel de doléances, notamment pour les départements qui sont en contact avec la population. Et comment? Donc il faut afficher par une note, voilà, pour l'obtention d'un service donné ou d'un document administratif, il faudrait avoir 1, 2, 3 documents en place, avoir en main pour que ce document ou ce service soit rendu. Pour que la personne ne reste pas là pendant 2 heures ou 3 heures et à la fin il est reçu, on lui donne un document en disant d'abord il faut fournir tous ces documents-là. Ensuite, nous avons demandé aussi un comité de suivi multisectoriel chargé de l'application et du suivi, évaluation des décisions et recommandations, des instances de pilotage et de concertation de la déclaration des services aux citoyens. Il faudrait maintenant, toutes les recommandations, les mettre en pratique. Comment les mettre en pratique? Il faut vraiment qu'il y ait une volonté. Je parle volonté politique d'abord des ministres, mais aussi une volonté de part des responsables de l'administration, qui sont essentiels dans ces démarches-là. Essentiels dans la mesure où c'est eux qui détiennent réellement le pouvoir de régler telle ou telle question. Il faut que ces responsables, surtout, qui doivent régler les problèmes qui sont soulevés par la population. Et nous allons revenir donc sur cette réunion qui a porté sur la déclaration du service aux citoyens avec notre invité du jour, le directeur général de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, M. Chalmak Idriss Ali. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nous aux questions. Alors, vous avez suivi les interventions du ministre du Travail, votre ministère de tutelle, et celui du Premier ministre. Revenons dans un premier temps sur la notion de déclaration du service aux citoyens. Quelle est-elle? En fait, si on parle bien, c'est un document de service aux citoyens. C'est juste un document. Mais ce document est vraiment solennel. Il est préparé par les différents points focaux des différents ministères, mais il est signé par le secrétaire général des différents ministères. Parce que c'est juste un document solennel, c'est vrai, mais c'est une manière de rapprocher les services publics aux citoyens. Par exemple, un ministère s'engage, par exemple pour le ministère de l'Intérieur qui a bien réussi, qui fait partie des ministères du premier groupe, avec la médiature. En novembre, ils ont démarré en novembre 2016. Il y a un deuxième groupe maintenant qui a démarré en 2008 avec 12 ministères restants. Ceux qui ont réussi, c'est surtout pour les délais. C'est surtout pour l'accueil. C'est surtout la mise en place d'un guichet pour accueillir les gens. C'est l'affichage au niveau des bureaux. C'est la facilitation des contacts. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est 10 points essentiels. Au niveau des régions, pareil. La déclaration des services aux citoyens, c'est juste un document officiel que le ministère lui-même prépare, qui s'engage à aider encore davantage le public. Alors, à l'issue de cette réunion, qui est juste une réunion de bilan à mi-parcours, on va dire, qui n'a pas vraiment retracé toutes les recommandations de ce qui est attendu à l'issue de cette réunion, est-ce qu'il y avait vraiment des recommandations qui ont été faites ou ça reste à venir? En fait, ce qui s'est passé, c'est une réunion quand même importante.
elle a été présidée par son Excellence, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ça prouve quelque part l'importance que revêt, non seulement, ce n'est pas la DC qui est important, ce n'est pas le document qui est important, c'est la manière de faire avec le public qui est important. C'est la manière, nous, en tant qu'administration, en tant qu'administration ministère en charge de la coordination de la réforme de l'administration, comment faire de sorte qu'on améliore, on apporte encore plus. Ce n'est pas suffisant ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment redynamiser la déclaration, à travers la déclaration, parce que bon, c'est une charte, c'est un engagement solennel, et on peut évaluer cette charte. Mais le travail reste à faire. Le travail reste à faire. Le travail reste à faire. La nouveauté aujourd'hui, c'était, on n'avait pas un cadre de pilotage, de mise en œuvre de la DSC. La nouveauté, elle a été présentée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme, un cadre nouveau de suivi et évaluation composé de quatre organes. Le premier, l'organe suprême du comité interministériel présidé par le Premier ministre. Le deuxième, le ministre du Travail. Ce qui est nouveau dans ce comité, il y a tous les secrétaires généraux, il y a la société civile, il y a les préfets des régions, les partenaires sociaux et le secteur privé. Tout le monde est réuni. Tout le monde est là. En bas de l'échelle, enfin, le troisième niveau, c'est le secrétaire exécutif qui le préside, c'est tous les points focaux des ministères, pour un peu savoir la problématique de chaque ministère. Ce n'est pas terminé. Il y a un comité multisectoriel d'experts, composé d'experts, des personnes ressources, et même on peut faire appel à des experts étrangers pour évaluer les avancées et les problèmes inhérents à chaque département ministériel par rapport à la mise en œuvre de la DSC. Voilà ce qui est nouveau, ça a été discuté, ça a été validé. C'est ça qui est important, et je pense que le travail reste à faire. Il y a beaucoup de travail qui reste. Il faut non seulement parler de la DSC, mais parler avec les yeux, d'accord, mais avec le cœur. C'est cette touche qu'on a apportée au niveau du ministère, et que nous souhaitons que tous les autres départements ministériels comprennent ça, la nécessité de faire proprement son travail. En fait, c'est notre travail. C'est la bonne foi, quoi. Voilà, c'est la volonté. Bonne foi. On veut que les personnes, l'administration sachent qu'on veut juste faire tout simplement notre travail. Merci, monsieur le directeur, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'INAP, monsieur Chalmak Idriss Ali, qui est également membre du comité d'organisation de cette rencontre. Merci à vous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, à l'instar du reste du monde, la journée mondiale de la canne blanche a été célébrée aujourd'hui en République de Djibouti. Cette journée, présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a donc vu la participation de la ministre de la Femme, Moumina Ahmed Hassan, du directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, de Ali Saïd Mahamoud, de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, et de plusieurs autres invités. Une marche qui a été organisée à cette occasion avant d'entamer la cérémonie au Palais du Peuple. Des chants et sketchs ont été donc au menu de cette journée qui a vu la participation des associations des personnes handicapées en République de Djibouti. Voilà, donc c'était l'appel, la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, et son équipe de collaborateurs se sont rendus ce matin dans le grand édifice de la Chambre de commerce de Djibouti. Ils ont été accueillis par les responsables de la Chambre de commerce de Djibouti avec à leur tête le président Youssouf Moussa Dawalé, les représentants de divers groupements d'activités tels que celui des importateurs, des transporteurs, des transitaires, le représentant de l'ordre des avocats, celui de l'ordre des notaires, celui expert comptable et bien d'autres encore. Cette première rencontre marque un temps fort dans le partenariat public-privé et l'occasion a été donc de rappeler les liens de coopération et de synergie entre l'administration du ministère du Budget et les opérateurs affiliés à la Chambre de commerce de Djibouti. Le ministre du Budget a affirmé au cours de cette rencontre que les partenaires du secteur privé pourront toujours compter sur le soutien de son administration dans toutes les initiatives porteuses de croissance et d'espoir pour les jeunes diplômés qui arrivent nombreux chaque année sur le marché du travail. Et les représentants donc, du secteur privé ont ensuite posé un certain nombre de questions et le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, en a relayé un bon nombre en dressant celles des questions qui étaient les plus fréquemment abordées par l'ensemble des entreprises du secteur privé. On écoute le président. À plusieurs reprises, Monsieur le ministre, voulu qu'il y ait une communication entre les opérateurs privés et vous-même.
pour que nous puissions échanger, discuter, avancer, pour que nous puissions surtout atteindre les objectifs que nous souhaitions tous pour le pays. Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir aussi relancé pour qu'il y ait cette discussion et surtout donner les thématiques de discussion de ce matin qui est le budget 2020. Mais aussi la prise de contact avec les principaux opérateurs de la place, la Chambre de commerce étant aussi, je dirais, la maison de l'entreprise. Nous continuerons à coopérer et à travailler en synergie dans le cadre de nos relations respectives. Nous n'avons que de bonnes choses à partager parce que la Chambre de commerce a beaucoup travaillé avec le ministère du Budget auparavant. Nous continuerons à y être utiles, aux entreprises et surtout être l'interface des opérateurs. Pour ne pas vraiment faire des longs discours, Monsieur le ministre, nous avons eu dernièrement un échange dans votre bureau avec les membres du bureau de la Chambre. Nous avons échangé sur beaucoup de points où il y a des utilités, je dirais, publiques. Je pense qu'il est temps que nous puissions effectivement concrétiser beaucoup de bonnes intentions auxquelles nous avons mis sur pied. Nous remercions encore une fois vos équipes qui ont, sans relâche aussi, été à nos côtés pour que nous puissions concrétiser cette journée. Et de son côté, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a insisté donc sur le fait que ce n'est qu'en travaillant en étroite synergie que nous relèverons les défis du développement et de l'emploi et rehausserons les conditions de vie de nos concitoyens. On écoute le ministre. Et un temps fort de mon action à la tête de ce département, car elle me donne l'occasion de réaffirmer solennellement mon engagement à travailler en synergie avec les secteurs privés. En effet, pour réduire le chômage des jeunes diplômés, qui arrivent nombreux chaque année sur le marché du travail, le secteur privé apparaît à bien des égards comme la principale alternative crédible eu égard aux nombreuses potentialités. C'est pour cela qu'il doit être soutenu par les autorités pour être à la hauteur de cette ambition, comme c'est le cas sous d'autres horizons. Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, notre pays est à un tournant crucial de son développement économique, car la forte croissance économique tirée par les investissements directs étrangers ne drainera ses impacts sur la population et impulsera une croissance inclusive qu'à condition que l'ensemble du secteur privé djiboutien soit impliqué et apporte sa précieuse contribution. Dans ce tournant, l'instrument fiscal est le meilleur outil pour réguler les bienfaits de la croissance et le civisme fiscal de nos concitoyens est la condition d'un développement économique harmonieux et bénéfique à tous. Pour mieux comprendre et être à l'écoute du secteur privé, mon département a défini une stratégie privilégiant le dialogue et la concertation permanente avec les secteurs privés, dont les axes principaux sont associer le secteur privé à toutes les réformes programmées visant essentiellement un élargissement de l'assiette fiscale. C'est qu'en travaillant ensemble, en étroite synergie, que nous pourrons relever les défis du développement et de l'emploi permettant de rehausser les conditions de vie de nos concitoyens et de sortir de la précarité des couches les plus vulnérables. Enfin, notre rencontre doit aussi permettre de nous interroger sur les facteurs qui déterminent l'émergence, dans les contextes actuels, d'un secteur privé puissant et structuré en associations professionnelles représentatives et qui conçoit le dialogue et la concertation avec les pouvoirs publics, non pas uniquement comme la recherche de rente, mais aussi comme un moyen de promouvoir un environnement d'affaires transparent et favorable à l'activité des entreprises.
En nouvelle nationale, toujours une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales du Koweït, Abdelaziz Abdessalam Chouaib, est arrivé hier soir à Djibouti dans le cadre d'une visite officielle. Cette visite fait suite à celle que la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassan, avait effectuée du 16 au 18 juin dernier au Koweït dans le cadre de l'élargissement du partenariat entre les deux départements ministériels. La délégation s'est entretenue avec Madame la ministre Moumine Mohamed dans son cabinet. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de jeter les bases d'une coopération pérenne et fructueuse entre le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère des Affaires sociales et les institutions qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants et de la promotion des droits de la femme. Le tête-à-tête entre les deux parties a été une occasion de discuter sur la mise en œuvre d'un mémorandum signé entre les deux ministres lors de la visite officielle de la ministre de la Femme et de la Famille au Koweït en juin dernier. La rencontre a été également une occasion de découvrir de nombreux domaines d'intervention du ministère de la Femme et de la Famille. Le chef de la délégation a remercié Madame la ministre pour l'accueil et chaleureux et les efforts qu'elle déploie pour élargir le partenariat entre les deux départements et a aussi transmis les salutations de son Excellence Saad Ibrahim Al-Karaz, ministre des Affaires sociales du Koweït. Cette même délégation a été ensuite reçue par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden. Une délégation donc du Koweït qui est arrivée hier soir à Djibouti. Cette visite fait également suite à celle que la ministre des Affaires sociales et de Solidarité avait effectuée du 16 au 18 juin dernier au Koweït, dans le cadre toujours de l'élargissement du partenariat entre les deux départements ministériels. La délégation s'est entretenue avec la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, dans son cabinet. La ministre a souhaité la bienvenue et une excellente mission et séjour à la délégation en République de Djibouti. Cet entretien qui a vu donc la participation des conseillers techniques et proches collaborateurs de la ministre et du représentant de la ministre de la Femme et des Affaires sociales du Koweït. Toujours en nouvelles du pays, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a organisé en collaboration avec la Fédération djiboutienne de football une journée de détection des jeunes footballeuses le vendredi 1er novembre au complexe Roi Fahad de Balbala. La journée a débuté en présence de la présidente de la Fédération djiboutienne de football féminin, Quraisha Ali Guedi, la nouvelle sélectionneuse de l'équipe féminine de Djibouti, Sarah Mbarek, ainsi que tout le staff de la fédération. Cette initiative de détection de jeunes talents sportifs qui s'inscrit en priorité de la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et a été lancée par la direction des CDC et la Fédération djiboutienne de football qui ont élaboré ensemble un plan de développement agréable pour inscrire davantage de nouveaux adhérents, des jeunes filles notamment. En effet, cette journée a connu un franc succès puisqu'elle a permis d'éveiller la curiosité des jeunes filles qui se sont massivement rassemblées donc pour participer en représentant leurs CDC respectives et a été aussi l'occasion pour la DTN de la FDF de détecter des jeunes talents. Des CDC qui ont été invités et on leur avait demandé de nous amener 15 joueuses chacun et ils ont répondu présent. On a beaucoup de filles aujourd'hui, on est content, donc on va pouvoir faire une bonne détection. Et toujours concernant le secrétariat d'État, dans la soirée du 1er novembre dernier, le CDC de Cheikh Moussa a organisé une cérémonie de clôture du tournoi de vacances scolaires. Cette soirée, animée par des chants et des danses traditionnelles et modernes, a été organisée par l'équipe de la direction du CDC de Cheikh Moussa à l'issue du tournoi de vacances scolaires qui était destiné aux jeunes de moins de 15 ans. En participant à cette cérémonie, la chef de service des programmations des CDC, Quraisha Abdi, ainsi que les représentants du quartier qui ont remis en fin de soirée les trophées aux équipes vainqueurs de ce tournoi. Les responsables se sont félicités du bon déroulement du tournoi et ont salué les vainqueurs tout en encourageant l'ensemble des clubs du quartier qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'événement s'est clôturé dans une ambiance festive et joyeuse sur fond d'acclamations et d'animation musicale. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. L'ancien directeur de la Nation, Mohamed Mahamoud Kadiye, est décédé donc jeudi soir à l'hôpital Pelletier des suites d'une longue maladie. Né le 1er mai 1964 à Djibouti, le défunt Mohamed Mahamoud Kadiye, ancien cadre de l'OPS et ancien huissier de justice, avait rejoint la presse écrite en 2001. Chaleureux, simple et généreux, le défunt Kadiye est parti en paix, entouré de sa famille. Il laisse derrière lui une femme, une
veuve et 3 enfants. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, l'ensemble des équipes de la presse écrite, le directeur général de la radiodiffusion télévision de Djibouti et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Le directeur et les membres également de la rédaction de l'ADI expriment également leurs condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt Mohamed Mahamoud Kadiye. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, à la suite de l'attaque de la position de Fama, les forces armées maliennes à Andelamine, les renforts dépêchés ont retrouvé 49 corps et une vingtaine de rescapés ont été retrouvés d'après un nouveau bilan. La suite dans ce commentaire. L'armée malienne a essuyé vendredi une de ses plus grosses pertes depuis plusieurs années avec la mort de 49 soldats dans une attaque terroriste contre un camp militaire à Indeleman, près de la frontière avec le Niger. Le gouvernement malien a pour sa part fait savoir qu'il condamnait cette attaque terroriste qui a fait des morts et de nombreux blessés et des dégâts matériels du côté des forces nationales de défense et de sécurité, selon un communiqué antérieur distinct qui ne donne pas de bilan précis. Des renforts ont été dépêchés pour sécuriser la zone et tracter les assaillants, a ajouté le gouvernement sans donner de précision sur ces derniers. Et enfin, les partis politiques britanniques sont en ordre de bataille en vue des élections législatives anticipées du 12 décembre prochain. Commentaire. Le leader des travaillistes Jeremy Corbyn a lancé sa campagne à Swindon où il a martelé sa position sur le Brexit. Hors de question de sortir de l'Union européenne sans accord. Pour le chef du Labour, un tel scénario aurait pour conséquence de fragiliser le Royaume-Uni, notamment face à l'Amérique de Trump. Favori des sondages, le Premier ministre Boris Johnson s'est illustré par un rétropédalage. Selon The Times, le chef des conservateurs a retiré de son programme électoral l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Après avoir longtemps agité le spectre d'un no deal, une position aussitôt dénoncée par Nigel Farage qui prône un Brexit brutal. Si Boris Johnson remporte les élections, nous ne serons jamais libérés des règles européennes, a écrit le chef du Brexit. À l'opposé, les libéraux démocrates souhaitent de leur côté annuler purement et simplement le divorce et rester dans l'Union européenne. Enfin, le Parti national écossais entend profiter du chaos autour du Brexit pour obtenir l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance en 2020. L'indépendance de l'Écosse est à portée de main, a déclaré la première ministre Nicola Sturgeon devant des milliers de partisans rassemblés à Glasgow. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.